Good Morning Business, le grand débat. Le grand débat avec Marc Fiorentino et Emmanuel Le Chypre. On commence avec la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. On continue. Je rappelle, Joe Biden a instauré des nouveaux droits de douane sur l'importation de produits chinois, l'équivalent de 18 milliards de dollars, multiplié par 4 sur les voitures électriques, par 3 sur l'acier, l'aluminium et les batteries, par 2 sur les semi-conducteurs. Marc, vous dites c'est de la légitime défense. Ouais, je dis bravo d'abord. Je dis bravo parce que y en a ras-le-bol d'entendre ce qu'on a entendu en teasing de tout à l'heure d'Emmanuel Le Chypre, c'est-à-dire de dire attention, c'était formidable, on a ouvert les frontières et puis ça a été extraordinaire pour la consommation, regardez, c'est formidable, on a fait plein de croissance. Alors Emmanuel qui aime bien regarder les chiffres, il y a des chiffres qu'il ne veut pas regarder, c'est le déficit commercial massif des États-Unis, le déficit commercial massif de la France, la dette massive de la France, la dette massive des États-Unis, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation qui est assez claire. Il n'y a jamais eu, c'est un leurre et un fantasme que nous ont expliqué les économistes qui consistait à dire le libre-échange, ça nous a permis de créer de la croissance et ça a bénéficié aux consommateurs. C'est ça le grand raisonnement des économistes qu'on nous sert depuis 20 ans. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu de libre-échange. La réalité, c'est qu'on a profité évidemment de l'ouverture avec la Chine pour acheter et surconsommer. Et on revient à un sujet, c'est-à-dire il faut tout lier. La surconsommation, la défense de la planète, est-ce que c'était bien d'avoir surconsommé pendant 20 ans? Je ne suis pas sûr. On a surconsommé des produits dont on n'avait pas besoin à bas coût, produits par la Chine, et on ne s'est pas aperçu pendant ce temps-là qu'en fait la Chine était en train de nous inonder. Les États-Unis s'en sont aperçus tout de suite. Aujourd'hui, prenons juste une seconde, et je laisserai la parole à Emmanuel, prenons la voiture électrique. On est en train de se faire défoncer, excusez-moi l'expression, avec les constructeurs européens qui vont être au tapis. Les Américains font quoi? Ils ferment la porte et ils ont bien raison. Et alors justement, sur l'afflux de véhicules chinois et sur l'augmentation de ces droits de douane, Carlos Tavares, il a réagi, il a dit que ça ne sera pas sans conséquence pour le secteur et pour Stellantis. On l'écoute, il était sur France 2 hier. Je pense que c'est un gros piège. Ah bon? Oui, parce que lorsque vous mettez une bulle autour d'un marché, qui peut être le marché américain ou le marché européen, la première chose que vous créez, c'est une énorme inflation à l'intérieur de la bulle. Et si vous créez une énorme inflation à l'intérieur de la bulle, vous portez atteinte au pouvoir d'achat des classes moyennes, dont leur liberté de mouvement, et vous accentuez le retard technologique des constructeurs qui sont à l'intérieur de la bulle par rapport à ceux qui sont en train de conquérir le monde. Ça veut dire qu'on n'a aucune... on n'imagine pas que des constructeurs français, européens puissent s'aligner sur ces prix-là, en fait. Si, vous pouvez parfaitement imaginer cela, simplement, vu la vitesse qui nous est imposée, cela a de grandes conséquences sociales. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il faut réduire les coûts dans des proportions qui sont liées au surcoût de l'électrique qui est de 40% par rapport au thermique. Et faire 40% de productivité en quelques années, je peux vous dire que dans notre industrie, c'est pas facile. Emmanuel, les droits de douane, c'est un piège? Oui, parce que Marc se trouve que effectivement tout ça, ça a été n'importe quoi. Mais non, la réalité c'est que là, c'est des incantations tout ça. Moi, je veux bien. Mais c'est pas des incantations, c'est des chiffres, Emmanuel. Mais c'est pas des chiffres. Non, mais vous parlez de libre-échange. Ça n'est pas des chiffres. Jean-Marc, vous parlez en permanence de libre-échange. Tu n'as cité aucun chiffre et tu n'as pas été voir ce qu'étaient les vrais effets des mesures protectionnistes. Alors on va prendre un exemple. Allons-y. Ce qu'a fait Barack Obama, par exemple, parce qu'il n'y a pas que, il y a eu là-dessus, il faut souligner qu'il y a une forme de continuité quand même depuis longtemps de la politique chez les démocrates. Alors chez Trump c'était pareil. Mais la réalité c'est que prenez par exemple, c'est très clair, il y a eu des mesures protectionnistes qui ont été prises contre les pneus chinois parce que les pneus chinois arrivaient aux États-Unis beaucoup trop bas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a taxé les pneus chinois. Que se sont empressés de faire les concurrents des pneus chinois qui devenaient moins compétitifs? Ils se sont dit il n'y a plus la concurrence des Chinois, et on va augmenter nos prix. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les prix des pneus ont considérablement augmenté et que pour autant, ça n'a pas créé la queue d'un emploi dans l'industrie du pneu aux États-Unis. Et donc, c'est le consommateur, encore une fois, qui a payé. Après, on peut très bien... Mais ça, c'est incroyable de continuer à nous répéter cette histoire. Mais parce que c'est la réalité. Le consommateur ça ne profite pas à l'emploi et ça a profité aux consommateurs. Alors, encore une fois, si on achetait que des produits faits en France aujourd'hui, ça nous coûterait 100 à 300 balles. Et on n'est pas parlé d'acheter en France. Mais bien sûr c'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire le bloc européen doit se défendre sur certains produits. Et il a raison, Tavares. Il a raison. Alors, je suis très surpris de ce que dit Tavares parce qu'il dit deux choses qui sont totalement contradictoires et deux choses qui sont malheureusement totalement fausses. La première, c'est qu'il dit qu'à partir du moment où on se met sous bulle, on devient moins compétitif. Contre-exemple, Emmanuel qui aime bien les chiffres, contre-exemple, la Chine s'est mise complètement sous bulle parce qu'en fait, exporter des voitures aux États-Unis, en Chine, c'est extrêmement difficile, de plus en plus difficile. Et aujourd'hui, ils se sont mis sous bulle.
Et aujourd'hui, ils ont développé l'industrie automobile la plus compétitive du monde. L'industrie automobile la plus compétitive du monde. À Ils grand se sont renfort pas de mis du tout sous subventions. bulle. Première chose. Mais c'est Première n'importe chose. quoi. Mais c'est Deuxième- n'importe quoi. Mais attends, je peux juste. non, mais attends, est-ce que je voudrais peux contester finir. ce point-là? Alors, Je juste ce point, je juste ce conteste point. ce point-là. Marc confond mettre sous bulle pour protéger un secteur qui est agressé par un secteur plus compétitif à l'étranger, avec développer des technologies qui vous donnent une avance technologique sur vos concurrents. C'est ce qu'a fait la Chine. La Chine a développé des avances technologiques sur ses concurrents. Ils se sont pas du tout mis sous bulle. Ils ont accordé une priorité industrielle à un secteur. Ils sont mis sous Et bulle. ils sont les meilleurs aujourd'hui. Ils sont mis sous bulle parce qu'en fait, grâce à des gens qui sont en fait des agents cachés de la Chine, hein, comme Jean-Marc Daniel ou comme Emmanuel Le Chypre, c'est-à-dire qu'ils ont fait le discours du libre arbitre. Ouvrez vos frontières, c'est super, nous aussi on ouvre vos frontières. Eux, ils ont fermé, parce que je vous rappelle notamment que, alors parce qu'on ne parle pas que de commercial, on parle aussi de services, je vous rappelle que tous les grands moteurs et toutes les boîtes technologiques américaines, elles n'ont pas accès au marché chinois. Il n'y a pas de Google en Chine, il n'y a pas tout ça. Non, tout c'est ça, les Baidu et compagnie. Ok, Ouais. donc ça, on est d'accord que c'est déjà peut-être ce qui nous vend le libre-échange, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Ensuite, Tabarès dit un truc qui est très intéressant, il dit d'un côté, il ne faut pas se mettre sous bulle, mais de l'autre côté, si on est maintenant en concurrence avec les Chinois et qu'on doit faire les mêmes prix qu'eux, on va être massacré. Alors Emmanuel Le Chypre, il a juste oublié une chose, c'est qu'un consommateur, c'est aussi un salarié. Et c'est-à-dire que si on est dans le truc, ouvrez les frontières, faites venir les voitures chinoises à 20 000 euros, merci pour le consommateur, sauf que le consommateur, il travaille aussi chez Stellantis. Et lui, il va perdre son job. Donc c'est peut-être très bien de gagner un tout petit peu sur le consommateur. C'est une vision à court terme, une vision fantasmée. Et c'est un truc, ce qui m'énerve dans ce truc-là, c'est que c'est le même truc qu'on nous répète depuis des années sans jamais le remettre en question. Or, contrairement à ce que dit Emmanuel, les chiffres sont là et ils montrent que ce raisonnement est totalement faux. Il ne faut pas faire comme les Américains, Emmanuel? Non, mais c'est surtout que la façon dont Marc interprète les chiffres est totalement erronée. C'est que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, qui produit des voitures en France et qui fait vivre les travailleurs français, c'est surtout Toyota qui a la plus grosse usine qui produit en France. Donc qu'est-ce qui compte? C'est la nationalité de la marque ou c'est là où sont créés les emplois? La vraie voiture française aujourd'hui, c'est Toyota. Si on avait mis des frontières, etc., on n'aurait pas Toyota. Donc moi je veux bien. Et encore une fois, alors là où si Marc... c'est ça ton argument, c'est pas ça. Toyota, c'est que, et là où Marc... Ton argument, tu parles de chiffres macro, et ton grand argument, c'est heureusement on a Toyota. Et alors, est-ce que l'Allemagne a été la grande perdante de la mondialisation? Non. Est-ce que l'industrie allemande a périclité parce qu'il y avait la concurrence de la Chine? Drôle, non, quand ça t'arrange, pas du tout. Quand ça t'arrange, l'Allemagne a profité. Mais pas du tout, Marc. C'est pour te dire. Alors maintenant, maintenant, tu mets en avant le modèle allemand. Mais c'est pas du tout ça le sujet. C'est pour te dire que le problème, ça n'est pas le libre échange. Le problème, c'est comment on s'y adapte et comment on réagit. Alors de dire que oui, la Chine est rentrée dans l'OMC à des conditions plus qu'avantageuses, bien évidemment, qu'on a fantasmé les bienfaits globaux de la mondialisation et que tu continues et de l'éclatement des Chines. Tu continues à l'alimenter. Tu dis regarde, les consommateurs en ont profité. Tu oublies juste les salariés de l'industrie qui ont été tous dévastés. C'est-à-dire d'un côté les consommateurs, Marc, mais les salariés de l'industrie. Si tu regardes la réalité de l'industrie française, tu verras que le problème, ça n'est pas tellement les industries qui sont parties, ça a été le cas dans tous les pays, même ceux qui ont perdu de l'industrie. Le problème, c'est qu'on n'a pas su créer les nouvelles industries. Et c'est ça le truc. Et on a un problème qui est franco-français, encore une fois. Et Tabarès, il a raison. Et pour te mettre face à une autre de tes contradictions sur la transition, quand tu dis, oui, la transition écologique, la mondialisation, le commerce, etc., c'est pas bon. On a éclaté, on a fait voyager tout un tas d'objets, et c'est pas bon pour la planète. La réalité, c'est que si tu veux sauver la planète aujourd'hui et que tu poursuis le raisonnement jusqu'à son terme, la seule façon de sauver la planète, c'est d'équiper la planète entière de voitures électriques chinoises bon marché. Voilà. Et que si tu cherches à faire des voitures chez nous qui coûtent beaucoup trop cher, et si tu mets des barrières protectionnistes en faisant que les voitures chinoises seront 4 fois plus chères, avec des prix 4 fois plus élevés, t'as personne qui achètera des voitures électriques. Donc voilà. La réponse de Marc, on passe au deuxième sujet. Non, mais là, c'est du raisonnement poussé à l'extrême. Non, il n'y a pas de réponse. Je voudrais juste qu'on garde à l'esprit ce que vient de dire Emmanuel, que le meilleur moyen de sauver la planète, c'est d'importer des voitures électriques chinoises. Je voudrais juste qu'on
qu'on garde cette phrase, on la garde en mémoire. On la garde. Mais on le fera pas. Dans nos magnétos. La Commission européenne, elle n'est pas convaincue de la stratégie du gouvernement pour réduire le déficit. Bruxelles estime que Bercy ne respectera pas son objectif d'atteindre 4,1% de déficit en 2025 et table davantage sur 5% l'an prochain, très loin donc de l'objectif européen fixé à 3% du PIB maximum. En conséquence, elle devrait vraisemblablement imposer à la France une procédure de déficit excessif. On va voir à quoi ça sert exactement. Est-ce que c'est vraiment important? Mais d'abord, cette question, est-ce que la Commission se réveille enfin, Marc? J'espère. Malheureusement, les mesures de rétorsion qu'elle a à sa disposition sont extrêmement limitées. Mais je pense qu'à un moment, il faut... là aussi, c'est un peu... on peut faire le parallèle avec la naïveté européenne par rapport à la Chine. Il y a eu une naïveté européenne par rapport à la France. Et il y a un moment, je pense qu'on est allé quand même très très loin. C'est-à-dire la séquence Bruno Le Maire qui critique Bruno Le Maire et les gens qui nous expliquent que finalement, là, on va faire mieux alors qu'on avait fait pire avant et que maintenant, il faut s'attaquer à la dette et au déficit. Excusez-moi l'expression, là encore, on s'est vraiment foutu de la gueule du monde. On s'est foutu de la gueule de l'Europe. Parce que faut quand même expliquer aux gens qui nous écoutent qu'aujourd'hui, si on vit dans les conditions d'impunité dans lesquelles on vit par rapport à notre dette, c'est grâce à l'Europe et grâce à la signature de l'Allemagne. Et là, on est allé trop loin. C'est-à-dire que, bon, ils sont très sympas avec nous, trop sympas avec nous. Je le déplore, ils sont trop sympas avec nous, alors qu'ils ont été très durs avec l'Italie, ils ont été très durs avec la Grèce. Et pourquoi cette indulgence vis-à-vis de la France alors? Parce que la France, c'est la courroie incontournable de transmission de l'Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Europe sans la France. Et donc pour l'Allemagne, aujourd'hui, le partenariat avec la France est nécessaire. Mais ce qu'ils ont imposé à la Grèce, au Portugal, à l'Espagne, avec le succès qu'on connaît aujourd'hui, contrairement à tous les gens qui nous expliquent que l'austérité c'est mauvais pour la croissance, on voit que c'est exactement le contraire. Et là, avec la France, c'est une impunité totale, sauf qu'il y a un moment, il ne faut pas dépasser les limites. Là, vraiment, on se fout de la gueule du monde. Alors, Bruxelles qui ne tient pas compte du plan d'économie promis par Bercy pour la Commission, ce plan devra... par conséquent, permettre de tenir les objectifs de finances publiques, mais il aura pour effet aussi de peser sur la croissance. Est-ce qu'il va falloir choisir entre réduction du déficit et soutien à la croissance? En gros, ce que dit Bruxelles, c'est que, la prévision de réduction des déficits, elle est trop optimiste, et que deux, même si on arrive à faire l'effort, finalement, ça aura un impact tellement négatif sur la conjoncture que de toute façon, ça dégradera les déficits. Ce qui est faux. Ce qui est faux, parce que l'effort qu'on va faire, il est grotesque par rapport aux dépenses qu'on va continuer à faire. Parce que d'un côté, on nous explique un plan d'économie de 10 à 20 milliards, mais qui est un vrai foutage de gueule, il n'y a rien dedans. Ouais. Et à côté de ça, on va continuer à distribuer des aides comme on continue à le faire. Donc de toute façon, ça n'aura aucun impact sur la croissance. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, la croissance ne s'alimente qu'avec le déficit public. Donc on ne sait pas faire de croissance en France sans déficit mais Marc, public. La Commission, elle a quand même raison sur un point, c'est qu'en fait, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand on regarde l'impact des politiques de rigueur dans l'histoire, on a plein d'exemples où c'est le CEPI qui a fait ce travail, qui a regardé une trentaine de cas de politique d'austérité. Et ce qui est passionnant, c'est de voir qu'en fait, on se dit, mécaniquement, l'effet, ça devrait être automatiquement un effet récessif sur l'activité. Et quand vous avez des mesures d'austérité qui sont des mesures qui permettent aux gens de comprendre que durablement, ça va réduire les déficits et donc leurs impôts, ça a un impact positif sur la croissance. C'est-à-dire que ces plans d'austérité, une fois sur deux, ils ont eu des effets positifs. On a vu ça dans les années 80 dans les pays scandinaves, par exemple. Et on l'a vu dans les pays d'Europe du Sud. Mais là où le raisonnement ne tient pas, Marc, c'est qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les mesures d'économie qui sont proposées par le gouvernement français sont des mesures structurelles qui nous laissent penser qu'à terme, on va durablement payer moins d'impôts, etc. Mais je dis la même chose. Je dis qu'il y a, vous êtes d'accord? Je dis que ça n'existe pas. Là encore, on se fout de la gueule du monde. Oui, mais ça veut dire que là... Ce que je dis simplement, avec les petites mesurettes, on n'aura ni le beurre ni l'argent du beurre. Absolument, mais il n'y a même pas de mesure. En fait, ça n'existe pas, ce plan de réduction. Il n'existe pas, c'est encore un leurre. Et c'est ce que nous dit la Commission. Elle dit, écoutez, même votre plan d'économie, c'est pas un vrai plan d'économie. Et ce qui est intéressant, pour une fois, dans ce que dit Emmanuel, c'est que on se retrouve quand même dans une situation aujourd'hui où le problème de la France, c'est son taux d'épargne qui est massif. On a un des taux d'épargne record par rapport à notre historique et par rapport aux autres pays. Et qu'effectivement, si on menait une véritable politique d'austérité, les gens se diraient
ma retraite, je l'aurai, mais ma couverture sociale sera assurée. L'État pourra payer parce qu'il gère bien son argent. Et donc, ça libérerait de l'épargne et donc, ça libérerait de la croissance. Sauf qu'on n'est pas du tout là-dedans. Dernière question, messieurs. Comment créer plus de croissance? Est-ce qu'il faut travailler plus? Moi, j'ai trouvé ça assez génial, ce débat. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve que l'économie, parfois, c'est un peu complexe, surtout pour les gens qui nous écoutent, et même pour moi, je ne suis pas économiste. Et là, j'ai trouvé qu'on était au cœur du sujet. C'est-à-dire de dire un truc assez simple. Est-ce qu'il faut travailler plus pour produire de la croissance? Alors, on voit pourquoi on en parle en ce moment. Parce que l'Allemagne est en train de lancer un plan de relance. Et que dans son plan de relance, en fait, qui n'est pas un plan de relance de dépenses comme on a pu le faire aux États-Unis ou en France, mais qui est un plan de relance qui consiste à dire comment on va faire pour faire travailler plus les Allemands qui aujourd'hui travaillent encore moins que les Français, ce qui est un exploit. Et donc on se retrouve avec un sujet qui est au cœur du sujet de l'économie, un sujet ultra basique qu'un gosse pourrait comprendre et pourtant sur lequel on n'a pas totalement une réponse. C'est-à-dire que les Allemands disent aujourd'hui il faut travailler plus pour produire plus de croissance. C'est aussi ce que dit Jean-Marc en permanence. Mais la question c'est qu'aujourd'hui ça n'intègre pas le facteur essentiel qui est le facteur de productivité. Or ce qui est intéressant quand même, c'est que ce sont les pays où on travaille le plus où la productivité est la meilleure. Ce qui est quand même assez paradoxal, parce qu'on pourrait dire, si on travaille moins, c'est parce qu'on travaille moins qu'on augmente la productivité. Là, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, dans les pays où il y a... En fait, la clé, c'est pas tellement est-ce qu'il faut travailler plus, c'est est-ce qu'il faut avoir le sens de l'effort. Si on a le sens de l'effort, on a le sens du travail, mais on a aussi le sens de la productivité. Très vite, Emmanuel, on a perdu le goût de l'effort? On a perdu le goût de l'effort. Non, mais il y a un rapport au travail qui a changé. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, la clé... Alors oui, effectivement, plus il y a de gens qui travaillent. Je vais vous dire, le meilleur indicateur de la santé d'un pays, c'est le taux d'emploi. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent ou pas? Et puis la réalité, c'est qu'après, je vous cite pour finir Paul Krugman, il disait la productivité n'est pas tout, mais sur le long terme, c'est presque tout. Et qu'effectivement, l'enjeu de la prospérité future, c'est est-ce qu'on va réussir à gagner de la productivité? Donc est-ce qu'on est à l'aube d'un sursaut de la productivité qui décline depuis 20 ans? C'est ça tout le pari. Et quand même, grâce à l'intelligence artificielle... On terminera avec ça. Merci messieurs. On n'a plus le temps. Vous pouvez retrouver toutes les interviews de la matinale, et les chroniques et les interventions en podcast sur le site bfmbusiness.fr.